Ils se détournent de lui, tous en même temps. Alors que Donald Trump affirme être prêt à attaquer l'Iran très bientôt, quelque chose d'inédit se produit sous nos yeux. Les alliés traditionnels des États-Unis ne se rangent pas derrière lui. Ils reculent. Publiquement, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis déclarent qu'ils ne laisseront pas leurs cieux servir à une attaque américaine. Pas cette fois. Et cette contradiction est cruciale. Comment préparer une guerre quand ceux qui rendaient cette guerre possible ferment la porte? Ce n'est pas seulement une querelle diplomatique. Si vous vivez dans un pays allié des États-Unis, ce basculement vous concerne directement, car quand les alliances se fissurent, ce sont les prix, la sécurité et la stabilité mondiale qui vacillent. Et le plus troublant, ce n'est pas ce que Trump menace de faire. C'est la vitesse à laquelle le reste du monde agit comme s'il avait déjà décidé de passer à autre chose. Mais voici ce détail que presque personne ne relit encore. Et une fois que vous l'aurez vu, cette histoire ne vous paraîtra plus jamais normale. Ce qui se passe ici n'est pas un incident isolé, ni une simple escalade verbale. Selon le contenu que vous avez fourni, Donald Trump multiplie les menaces. Frappe rapide contre l'Iran, nouvelle pression sur la Corée du Sud, attaque verbale contre le Canada, l'Union européenne, l'Inde. Mais pendant que Washington hausse le ton, le reste du monde fait autre chose. Il se réorganise. Regardez la séquence. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ferment leur espace aérien à une attaque contre l'Iran. Le Canada renforce ses liens commerciaux et industriels avec la Corée du Sud après des menaces de tarifs américains. Le Royaume-Uni envoie son premier ministre à Pékin pour parler commerce et intérêt national. L'Union européenne annonce un accord majeur avec l'Inde. Ce n'est pas une rupture brutale, c'est un glissement coordonné. La vraie question n'est donc pas « Trump va-t-il attaquer ?» La question est, que se passe-t-il quand les Alliés commencent à agir comme si les États-Unis n'étaient plus le centre de gravité? Et surtout, qui comble le vide pendant que Washington regarde ailleurs? Ce que l'on sait, c'est précis et vérifiable. Selon le contenu fourni, le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman a déclaré lors d'un appel avec le président iranien que l'Arabie saoudite ne permettrait pas que son espace aérien ou son territoire soit utilisé par les États-Unis pour attaquer l'Iran. Les Émirats arabes unis ont fait la même annonce. Deux pays clés, même message, même semaine, même refus. Ce sont des faits. Ce que cela suggère est plus lourd. Une attaque américaine contre l'Iran reposait historiquement sur des corridors régionaux. Quand ces corridors se ferment, l'option militaire ne disparaît pas, mais elle change de nature. Elle devient plus coûteuse, plus risquée, moins collective. Et remarquez ce qui n'a pas été démenti. Ni Riyad ni Abu Dhabi n'ont laissé entendre qu'il s'agissait d'un simple malentendu temporaire. Mais voici le moment où l'histoire bascule. Pendant que Trump parle de frappe rapide et propre, d'autres capitales agissent comme si cette guerre n'était déjà plus leur guerre. Et quand des alliés commencent à refuser d'être le point de départ, la question n'est plus seulement militaire. Alors, regardez bien la suite, parce que cette dynamique ne s'arrête pas au Moyen-Orient. À mesure que cette fracture s'élargit, la situation ne ralentit pas. Elle s'accélère selon le contenu fourni pendant que Washington hausse le ton au Moyen-Orient. D'autres dirigeants sécurisent leurs arrières ailleurs. En Syrie, le président Ahmed al-Shara se rend à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine. Sur les images, il ne s'agit pas d'une visite discrète. C'est une démonstration. La Russie cherche à renforcer ses liens avec la nouvelle direction syrienne pendant que les forces kurdes, soutenues auparavant par les États-Unis, sont attaquées et marginalisées. Ce genre de scène a déjà existé dans l'histoire. Des moments où une puissance dominante parle fort, pendant que d'autres capitales négocient calmement de nouveaux équilibres. Et ce qui était exceptionnel devient peu à peu normal. Des alliés historiques agissent comme si les garanties américaines étaient temporaires, comme si l'alignement automatique n'était plus la règle. Mais voici ce qui devrait vous arrêter net. Trump affirme avoir eu une excellente conversation avec le dirigeant syrien, le qualifiant de très respecté, alors que ce même dirigeant consolide son alliance avec Moscou. Les mots disent une chose, les actes en montrent une autre. Et cette normalisation du décalage est peut-être le signal le plus dangereux de tous. Parce qu'une fois que ce décalage est accepté, il s'étend partout.
Voici maintenant la pièce qui change définitivement la lecture de toute cette séquence. Selon le contenu fourni, Donald Trump continue d'affirmer publiquement que les relations fonctionnent, que les conversations sont excellentes, que tout est sous contrôle, mais au même moment, les décisions concrètes racontent l'exact opposé. Le Canada annonce un rapprochement stratégique avec la Corée du Sud, notamment dans l'automobile et la défense. Des accords industriels sont évoqués, des transferts de capacités. Ce ne sont pas des symboles, ce sont des choix structurels. Et regardez la contradiction. Trump menace Séoul de nouveaux tarifs massifs. Ottawa, lui, se positionne comme partenaire alternatif. Même semaine, même cible. Deux stratégies opposées. Et ce schéma se répète. L'Union européenne conclut ce que sa présidente qualifie de « mère de tous les accords commerciaux » avec l'Inde après des attaques américaines. L'Allemagne augmente ses investissements en Chine à des niveaux records. Ce sont des faits. Voici la ligne qui change tout. Ces pays ne protestent pas contre Washington, ils le contournent. Et c'est infiniment plus grave, parce que protester, c'est encore reconnaître le centre. Contourner, c'est agir comme si ce centre n'était plus indispensable. À partir de là, il ne s'agit plus de tensions passagères. Il s'agit d'un réagencement silencieux du système. Et une fois enclenché, ce mouvement est très difficile à inverser. La question maintenant n'est plus qui s'éloigne, mais à quelle vitesse tout le reste suit. Et c'est ici que tout se compacte en une mini-crise. Plusieurs événements distincts, mais qui arrivent trop vite pour être ignorés. Selon le contenu fourni, Trump menace l'Iran de frappe immédiate. Dans le même temps, son administration évoque la possibilité d'actions militaires contre le Venezuela. Marco Rubio parle ouvertement de recourir à la force. Deux théâtres, deux fronts potentiels, même rhétorique. Ajoutez à cela la réaction iranienne. Un conseiller politique du guide suprême déclare qu'une frappe américaine de toute origine et à tout niveau serait considérée comme le début d'une guerre totale, avec une réponse immédiate et sans précédent. Les mots sont lourds. Et surtout, ils ne laissent aucune zone grise. Ce n'est pas une menace floue. C'est une ligne rouge annoncée. Pendant ce temps, d'autres signaux apparaissent en périphérie. Des troupes danoises envoyées au Groenland. Le Canada déploie des navires de patrouille et ouvre un consulat. Ces gestes ne font pas la une. Pourtant, ils indiquent une chose simple. Les pays se préparent à un monde plus instable, plus fragmenté, où les garanties habituelles ne suffisent plus. Quand les crises s'empilent ainsi, la question n'est plus « est-ce que ça va se calmer ?» La vraie question devient « que se passe-t-il si personne ne ralentit ?» À ce stade, il faut arrêter de regarder cette histoire comme un jeu entre dirigeants et commencer à la regarder depuis votre place. Selon le contenu fourni, quand les alliances se déplacent, les conséquences ne restent jamais au sommet. Elles descendent, elles touchent les prix, l'emploi, l'énergie, la sécurité. Quand le Canada dit que sa relation avec les États-Unis est irréparablement rompue et qu'il se tourne vers la Chine et la Corée du Sud, cela signifie des chaînes d'approvisionnement qui changent, des usines qui s'installent ailleurs, des emplois qui se déplacent. Quand l'Union européenne conclut de nouveaux accords majeurs sans Washington, cela signifie que les règles du commerce mondial évoluent sans que les États-Unis soient à la table. Et quand le dollar chute à un plus bas de 4 ans pendant que Trump affirme que tout va bien, ce décalage finit toujours par se traduire en coût de la vie plus élevé, en instabilité financière, en incertitude quotidienne. Ce n'est pas idéologique. C'est mécanique. Et si cette impression vous semble familière, si vous avez déjà ressenti cette perte de repères ces dernières années, dites-le dans les commentaires, parce que ce que vous ressentez n'est pas isolé. C'est le signal humain d'un système qui se reconfigure sous pression. Et maintenant, il faut comprendre comment ce système permet que tout cela arrive sans frein apparent. La clé n'est pas le chaos. La clé, c'est le mécanisme. Selon le contenu fourni, ce qui permet à cette situation de s'installer, ce n'est ni un complot, ni une erreur isolée, mais un enchaînement d'incitations très simple. Quand un acteur devient imprévisible, les autres cessent de s'aligner et commencent à se couvrir. Ils ne cherchent pas l'affrontement, ils cherchent la stabilité ailleurs.
Regardez comment cela fonctionne. Les menaces publiques créent du spectacle, mais le spectacle n'assure ni le commerce, ni la sécurité, ni les investissements à long terme. Alors les États font ce que font toujours les systèmes sous pression. Ils diversifient, ils multiplient les partenariats, ils réduisent leur dépendance à une seule puissance. Et ce mouvement est silencieux parce qu'il n'a pas besoin d'être annoncé pour être efficace. Voici l'aspect le plus troublant. Ce processus peut avancer très loin sans provoquer de crise immédiate, pas de krach soudain, pas de rupture officielle, juste une accumulation de décisions temporaires qui, mises bout à bout, redessinent l'équilibre mondial. Et quand tout le monde réalise ce qui a changé, il est souvent trop tard pour revenir en arrière. C'est pour cela que ce moment est si délicat, parce que le système continue de fonctionner jusqu'au jour où il ne fonctionne plus de la même façon. Ou à partir d'ici, deux trajectoires se dessinent et aucune n'est théorique. Selon le contenu fourni, la première voie est celle de l'escalade contrôlée. Trump poursuit la pression, convaincu que la force et l'imprévisibilité forceront des concessions rapides. Des frappes limitées sont envisagées. Des tarifs explosent. Les déclarations deviennent plus dures. Dans ce scénario, le monde s'adapte sans rompre, mais chaque adaptation réduit encore un peu la centralité américaine. Rien ne s'effondre immédiatement. Tout s'érode. La seconde voie est plus silencieuse, mais peut-être plus profonde. Les pays continuent à agir comme ils le font déjà. Accords commerciaux alternatifs, coopération militaire régionale, investissements déplacés. Les États-Unis restent puissants, mais ne sont plus incontournables. Pas parce qu'ils ont perdu une guerre, mais parce que les autres ont appris à fonctionner sans eux. Et ce basculement, une fois amorcé, est extrêmement difficile à inverser. Voici l'élément clé. Ces deux trajectoires peuvent coexister pendant un temps. Pression d'un côté, contournement de l'autre, jusqu'au moment où un événement, une frappe, une crise financière, un incident diplomatique force tout le monde à choisir. Et ce moment semble se rapprocher. La prochaine décision n'a pas encore été annoncée. Mais les pièces sont déjà en mouvement. Et quand elles s'aligneront, il sera impossible de prétendre que personne ne l'avait vu venir. Il y a une phrase qui résume toute cette histoire et elle ne parle ni de Trump ni de guerre. Elle parle de gravité. Le pouvoir n'a pas besoin de disparaître pour perdre son centre. Il suffit que les autres cessent de tourner autour. Selon le contenu fourni, rien de tout cela ne ressemble à un effondrement spectaculaire. C'est précisément ce qui le rend dangereux. Les alliances ne claquent pas la porte. Elles trouvent d'autres sorties. Les marchés ne paniquent pas d'un coup. Ils se réajustent. Et les discours rassurants peuvent continuer très longtemps pendant que la réalité, elle, change de trajectoire. Reprenez tous les éléments. Les refus d'espace aérien, les visites à Pékin et à Moscou, les accords commerciaux sans Washington, les préparatifs discrets dans l'Arctique. Pris séparément, ils semblent gérables. Ensemble, ils racontent une seule chose. Le monde apprend à fonctionner dans un scénario où les États-Unis ne sont plus le point d'équilibre automatique. Et voici la boucle qui se referme. Si cette dynamique se confirme, la prochaine crise ne demandera pas qui mène, mais qui suit encore. C'est là que se jouera la suite. Et c'est exactement ce que nous allons analyser dans la prochaine vidéo. Si vous voulez comprendre ce qui vient avant que ça n'explose à la une, abonnez-vous et restez avec nous. Parce que cette histoire ne s'arrête pas ici.